Bonne nuit à tous. Je suis la conteuse et je suis là pour vous aider à vous endormir avec ces histoires d'horreur sur Tinder. Alors avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo. J'aimerais savoir d'où vous venez et à quelle heure vous regardez la vidéo, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire. Quand vous serez prêt, installez-vous confortablement et détendez-vous. Il y a des années, j'ai vécu une expérience qui me reste en mémoire et que je voulais partager. À vrai dire, cela faisait longtemps que je n'avais pas utilisé d'application de rencontre, mais sur les conseils d'un ami, j'ai décidé de réessayer et j'ai téléchargé un appel Hinge. Honnêtement, je ne m'attendais pas à grand-chose, mais au bout de 2 semaines environ, j'ai rencontré une fille vraiment sympa. On a commencé à discuter, on s'est bien entendu et on a même échangé nos numéros de téléphone. À partir de ce moment-là, on s'est envoyé des SMS presque tous les jours et on a même commencé un appel vidéo. La conversation était agréable. Elle avait de beaux yeux et de longs cheveux blonds, et globalement, on s'entendait plutôt bien. Lors d'une de ces conversations, elle m'a dit qu'elle voulait me voir en personne, et je n'ai pas hésité à l'inviter. On a choisi un restaurant en ville et on a convenu de se retrouver là-bas. Le rendez-vous s'est finalement plutôt bien passé. Quand je l'ai vue en personne, je l'ai trouvée encore plus attirante, et c'était agréable de discuter avec elle en face à face. La conversation s'est bien déroulée, même si, à un moment, j'ai senti que nous étions tous les deux un peu nerveux. Ce n'était pas dramatique, mais j'ai ressenti un léger malaise. Dans l'ensemble, tout allait bien. Après le rendez-vous, nous sommes rentrés chacun de notre côté, mais elle m'a dit en souriant qu'elle aimerait bien sortir une autre fois, et ça m'a plu. On a donc continué à discuter pendant quelques jours et on a vite convenu d'un deuxième rendez-vous. Pour la deuxième fois, on est allé dans un autre restaurant, dans le même quartier. Ce n'était rien de spécial, juste un endroit ordinaire, mais sympa. Le deuxième rendez-vous s'est presque aussi bien passé que le premier, et une fois terminé, elle m'a proposé de passer un moment chez elle, car ce n'était pas si loin. J'ai trouvé l'idée intéressante, et il était environ 21 heures. Nous avons quitté le restaurant et sommes retournés à nos voitures. Elle m'a dit de la suivre, et nous avons pris la route dans des rues plutôt calmes. Honnêtement, j'étais curieux de voir où il habitait, et le trajet c'est interminable. Au début, je pensais que ce serait quelques minutes, mais en réalité, ça a duré 15 minutes. J'étais très surpris, car nous étions au milieu d'un endroit qui semblait complètement isolé de la ville, bordé de champs et d'arbres, et sans aucune autre voiture sur la route. Au bout d'un moment, nous avons atteint un chemin de terre qui ressemblait davantage à un accès privé, et de là, elle s'est engagée dans une longue allée bordée d'arbres. De là où je me trouvais, je ne voyais absolument pas la maison. Arrivée au bout, elle s'est garée, et moi aussi. La maison n'avait rien de spécial. C'était une maison à 2 étages, vieille et en mauvais état, assez négligée. J'ai été très surpris que ce soit sa maison. On aurait dit qu'il n'y avait personne comme elle là-bas. Et ça me mettait un peu mal à l'aise de ne pas savoir exactement où nous étions en ville. Je ne voulais pas trop regarder mon téléphone. J'ai juste suivi son raisonnement et je l'ai suivi tout le long du chemin. En sortant des voitures, je lui ai demandé en plaisantant « Vous habitez ici ?» Et elle a répondu, à moitié sérieuse, « Oui. » Qu'en penses-tu ? Elle s'est dirigée vers la porte d'entrée, et je l'ai suivie prudemment. En entrant, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les lumières étaient complètement éteintes. Aucune n'était allumée, ce qui m'a semblé assez étrange. J'ai regardé partout, à la recherche d'un interrupteur, mais il n'y avait rien. Cela commençait à me faire un mauvais pressentiment. Et c'est alors qu'elle m'a dit que je pouvais descendre au sous-sol pour vérifier le coffret électrique et m'a montré l'escalier juste là. À cet instant, mon inquiétude intérieure s'est déclenchée. L'escalier était vieux, en bois brut, et il semblait mener à un sous-sol qui n'était même pas fini. Je lui ai demandé si elle avait des lumières là-bas, car il serait impossible de trouver quoi que ce soit à l'aveuglette. Elle m'a répondu que oui, qu'on les allumerait en arrivant. Mais à ce moment-là, quelque chose en moi s'est mis à me hurler de ne pas y aller. C'était comme si mon instinct me frappait. J'étais juste devant l'entrée, l'escalier devant moi, mais au lieu de descendre, j'ai claqué la porte et couru vers l'entrée. Je ne lui ai rien dit. Je me suis enfui, effrayé, sans rien expliquer. Le plus fou, c'est qu'elle n'a rien dit non plus, ni appelé, ni essayé de m'arrêter. Elle m'a simplement suivi tranquillement dehors, comme si ma réaction ne la surprenait pas. J'ai marché rapidement vers ma voiture, et dès que j'y suis arrivé, je l'ai déverrouillée, je suis monté dedans et je l'ai rapidement verrouillée.
J'ai démarré pour sortir de là, et juste à ce moment-là, je l'ai vue courir vers l'avant de la voiture. Elle m'a regardé à travers le pare-brise pendant quelques secondes, sans rien dire. Mais le pire, c'est quand elle s'est mise à sourire avec une expression indescriptible. C'était un sourire très effrayant, puis elle a levé la main et m'a fait signe avec le même sourire. C'était le moment le plus effrayant de la soirée. À ce moment-là, le cœur battant la chamade et l'adrénaline à flot, j'ai enclenché la marche arrière et appuyé sur l'accélérateur, m'éloignant d'elle. Puis j'ai fait demi-tour et j'ai filé sur la route secondaire. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait me suivre en voiture, mais ce ne fut pas le cas. Elle est restée là, à rire, à me regarder avec une expression bizarre. C'était horrible. J'ai dû m'arrêter un moment pour vraiment voir où j'étais, et une fois l'itinéraire entré dans mon téléphone, j'ai pu rentrer chez moi sans problème, mais c'était de loin le rendez-vous le plus flippant de ma vie. Je n'oublierai jamais cette nuit-là, et encore moins ce sourire qu'elle avait prévu. Je ne sais pas, et je ne veux pas le savoir. Je suis content de ne plus jamais entendre parler d'elle. Bon, même si j'ai eu quelques expériences étranges avec les applications de rencontres, il y en a une en particulier que je n'oublierai jamais. C'était quand j'étais encore en 2e année de fac. À l'époque, je vivais chez mes parents, qui étaient partis en voyage ce week-end-là. J'étais donc seul à la maison tout le week-end. J'ai même passé la journée à essayer de faire mes devoirs, mais le soir, je me sentais seul et un peu ennuyé, et je me suis dit que ce serait une bonne idée de me détendre un peu. Je regardais la télé et je me sentais seul à la maison, alors je me suis dit, pourquoi pas? J'ai commencé à swiper sur Tinder comme d'habitude pour voir si je pouvais trouver quelqu'un d'intéressant. Peu de temps après, j'ai rencontré une fille nommée Lucie. Ce n'était pas la plus belle fille du monde. En fait, elle n'était pas très jolie, mais bon, je ne suis pas le plus beau mec du monde, alors je ne pouvais pas être difficile. On a commencé à discuter. Je lui ai posé quelques questions, et elle a répondu rapidement. Ses réponses étaient très brèves au début. Je n'étais pas sûr qu'elle soit intéressée, mais soudain, sans détour, elle m'a dit que si je voulais, je pouvais venir chez moi. J'ai été surpris par sa franchise, surtout qu'on ne se connaissait que depuis quelques minutes. Mais bon, j'étais aussi un peu désespéré ce soir-là, alors l'idée de rencontrer quelqu'un chez moi me semblait tentante. Qui sait? Peut-être que la soirée finirait bien. C'est avec ça en tête que je lui ai donné mon adresse sans hésiter. Une trentaine de minutes plus tard, une voiture s'est arrêtée dans mon allée. J'étais debout à la porte, à la regarder par la fenêtre, et je l'ai vue s'approcher du porche. Quand Lucie a franchi la porte, je me suis senti un peu gêné. C'était bizarre d'avoir une inconnue chez moi, surtout si c'était une fille rencontrée sur une application de rencontre. Mais Lucie n'arrangeait rien. Elle était assez timide et un peu gênée. Je ne peux pas la blâmer. Peut-être était-elle nerveuse aussi. Nous étions assis dans le salon et j'ai allumé la télévision pour tenter de rompre le silence gêné. Nous avons regardé une émission pendant un moment, mais la tension est restée. En vérité, les choses tournaient très différemment de ce que j'avais imaginé. Pas étonnant. À un moment, j'ai essayé de lui parler, peut-être de briser la glace, mais ses réponses se résumaient presque à un mot, et il était clair qu'il n'y avait aucune étincelle entre nous. Aucune alchimie. Plus la soirée avançait, plus je voulais qu'elle parte pour que je puisse retourner à mes occupations. Je lui ai donc suggéré à plusieurs reprises qu'il était déjà tard et qu'elle ferait peut-être mieux de rentrer. Mais elle n'a pas bougé. Lucie n'a pas semblé saisir ses allusions, ou peut-être les a-t-elle simplement ignorées. Elle ne comprenait pas ce qu'elle avait à gagner en restant là, car nous étions visiblement tous les deux aussi mal à l'aise. Après lui avoir suggéré de partir à plusieurs reprises, de différentes manières, j'ai atteint un point où ma patience a atteint ses limites. Et je lui ai dit directement que j'allais dormir et qu'elle devait partir. J'étais un peu désolé d'avoir réagi si brusquement, mais elle n'a pas semblé comprendre comment faire autrement. À ce moment-là, elle s'est levée, un peu à contre-cœur, et je l'ai raccompagnée jusqu'à la porte. Je l'ai regardée monter dans sa voiture, et elle a finalement démarré et a tourné dans ma rue. Il n'était que 21 ou 22 heures, et d'habitude, je ne me couche que tard, vers 1 heure ou 2. La nuit était donc encore jeune. Après sa disparition, j'ai regardé mon téléphone et j'ai vu un message de mon ami Ben qui m'invitait à sortir. Je savais qu'il avait aussi un rendez-vous ce soir-là, alors je me suis dit que le sien n'était pas terrible non plus. Il habitait au coin de la rue, alors j'ai pensé prendre une douche rapide, manger un morceau, puis aller chez lui boire quelques bières. Je partais vers 10h45 dans mon quartier tranquille.
C'était habituel, presque personne à cette heure-là. Il n'y avait ni voiture ni rien. Mais juste au moment où je tournais au coin de la rue en direction de chez Ben, j'ai vu quelque chose de très étrange. Une voiture garée dans la rue, du côté opposé à celui où il se gare habituellement. Ce n'était pas habituel et cela a attiré mon attention, mais je n'y ai pas prêté attention. Soudain, les phares se sont allumés et le moteur s'est mis à rugir. Et avant que je puisse comprendre ce qui se passait, la voiture a fait un tête-à-queue et a accéléré droit sur moi. J'ai senti mon cœur bondir, et sans trop réfléchir, j'ai quitté la route et atterri dans le jardin d'un voisin, mais la voiture a continué à rouler à toute vitesse. À cet instant, je jure que j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux, mais la voiture a freiné brusquement, juste à temps pour éviter de me percuter. Ce qui m'a le plus choqué, c'est de constater que les phares étaient exactement les mêmes que ceux de Lucie. En y regardant de plus près, il n'y avait aucun doute. C'était elle. Elle était là, au volant, me fixant avec une expression diabolique de pure haine. À ce moment-là, tout m'est apparu clairement. Elle avait sérieusement essayé de me renverser. Elle était garée devant chez moi depuis environ 1 heure, attendant le bon moment pour me faire peur. Elle était probablement furieuse de la façon dont je lui avais dit de partir et parce que j'avais menti en disant que j'allais dormir. Après que la voiture ait démarré, me laissant allongé par terre, en hyperventilation et à 2 doigts de chier dans mon froc, j'ai couru aussi vite que possible jusqu'à la maison de Ben. J'avais vraiment besoin de ces bières. Arrivé là-bas, je lui ai tout raconté, et par peur, il m'a laissé dormir chez lui cette nuit-là, car j'avais trop peur de rentrer chez moi seul. Le lendemain matin, en rentrant, j'ai vérifié tout l'appartement, craignant qu'il soit encore là, attendant que je finisse le travail, mais à mon grand soulagement, il n'y avait aucun signe de son retour. Je suis quand même rentré et j'ai vérifié chaque recoin pour dissiper ma paranoïa, mais je n'ai rien trouvé d'inhabituel. La maison était intacte. J'ai ensuite consulté Tinder pour voir si j'avais encore des messages afin de bloquer Lucie. Et c'est là que j'ai découvert quelque chose qui m'a choqué. Une flopée de messages furieux de sa part, plein d'insultes mal orthographiées, de fils de discussions haineux et de grossièreté. La plupart des messages étaient difficiles à comprendre, mais le ton était clair. Elle était furieuse. Je sais que personne n'aime être rejeté, mais allez, il faut se contrôler. J'aurais pu être plus honnête avec elle, non? Mais elle n'a pas compris mes signaux. Je lui ai dit que j'allais dormir. Faut-il être fou pour, au lieu de rentrer, rester dehors à attendre que l'autre sorte pour pouvoir le renverser? Après ça, je n'ai plus utilisé d'application de rencontre pendant un moment, et heureusement, je n'ai plus jamais revu Lucie. Mais cette nuit-là m'a marqué à jamais. Cela m'est arrivé en 2010, alors que je commençais tout juste à utiliser les applications de rencontre. Je n'avais pas encore de smartphone, alors je ne consultais que Harmony et Plenty of Fish. Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres aujourd'hui, mais à l'époque, c'était celle-là que j'utilisais, et je ne m'y étais jamais vraiment intéressé. Heureusement, je ne suis plus sur le marché des rencontres maintenant, donc je n'ai pas à subir tout ce que vivent les célibataires de nos jours. Mais bon, j'ai vécu une expérience qui me fait encore dresser les cheveux sur la tête, et je pense qu'il est temps de la partager. J'ai parcouru quelques profils POF et j'ai envoyé quelques messages à ceux qui me semblaient intéressants. Pour ceux qui ne le savent pas, à l'époque, il n'y avait pas d'option de glissement pour accepter ou refuser. C'était surtout une longue liste de profils, et on pouvait envoyer un message à n'importe qui. Mais bien sûr, la plupart ne répondaient même pas, car ils n'étaient pas intéressés, et c'était parfois extrêmement frustrant. Bref, j'étais sur le point d'abandonner quand soudain, boum, j'ai reçu une réponse. C'était une fille nommée Sarah. Elle était vraiment belle, et on s'est plutôt bien entendu dès le début. Sa façon de mener la conversation était très naturelle et intéressante. Il était évident qu'elle était une fille charismatique, contrairement à la plupart des autres, qui parfois ne répondaient même pas ou se contentaient de dire bonjour. Elle semblait intéressée, et cela a commencé à m'exciter un peu. Alors naturellement, après quelques jours à discuter presque quotidiennement et à passer de bons moments, nous avons décidé qu'il était temps de nous rencontrer en personne et de voir ce qui en ressortirait. Dès le moment où nous avons convenu de nous rencontrer, j'ai ressenti ce sentiment étrange, vous savez, cette excitation mêlée de peur qu'on ressent lorsqu'on est sur le point de croiser quelqu'un qu'on a rencontré en ligne et qu'on n'a pas encore vu en personne. C'était mon 3e rendez-vous environ, et je me sentais encore comme une novice en matière de rencontres en ligne. Le dernier n'avait même pas abouti, mais ce n'était pas terrible, c'est resté comme ça. Cependant,
Avec Sarah, j'ai senti que je pouvais aller plus loin. Alors, quand elle m'a donné son numéro, j'ai répondu et lui ai envoyé le mien. Le jour du rendez-vous est arrivé, et je lui ai envoyé un SMS pour confirmer. Mais elle m'a répondu qu'elle avait changé de programme, que son chien était soudainement tombé malade et qu'elle devait rester à la maison pour s'en occuper. Elle a cependant ajouté qu'elle souhaitait quand même me voir et que je pourrais peut-être venir chez elle. C'est là que ça a attiré mon attention, car ça ressemblait clairement à un signal d'alarme, mais sur le moment, j'ai pensé que c'était compréhensible, juste de la malchance. Eh bien, elle m'a donné l'adresse, alors je me suis demandé, que se passe-t-il ? Je n'ai pas hésité longtemps et je suis arrivé à l'immeuble. C'était un grand appartement, un de ces appartements à l'ancienne, avec 2 arrêts de bus juste à côté. À mon arrivée, elle m'attendait devant l'entrée et je lui ai envoyé un message WhatsApp pour l'avertir de mon arrivée. Quelques secondes plus tard, quelqu'un est apparu derrière moi, me surprenant. Et quand je me suis retourné, j'ai vu son visage. J'ai été complètement choqué de la voir, non seulement parce qu'elle m'a surpris, mais aussi parce qu'elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau aux photos de son profil, ce qui, croyez-moi, est assez difficile à trouver. Au moins, ça m'a un peu soulagé. J'ai adoré qu'elle ne mente pas. Au moins, elle était aussi nerveuse que d'habitude, mais moins qu'avant. Tu m'as fait très peur, ai-je dit pour briser la glace. Je parie que oui, a-t-elle répondu avec un sourire, puis elle a ouvert la porte et nous sommes entrés dans son appartement. Les couloirs de l'immeuble étaient assez anciens, avec des murs qui semblaient ne pas avoir été peints depuis des siècles, et l'ascenseur était petit et semblait très dangereux. Ce n'était pas vraiment un endroit luxueux, plutôt un de ces vieux immeubles bon marché qui n'ont rien à envier à l'endroit où je vivais à l'époque. Arrivée à son appartement au 6e étage, elle m'a ouvert la porte et m'a laissé entrer. Elle s'est excusée et a dit qu'elle devait aller aux toilettes un instant. J'ai hoché la tête poliment, et elle est partie. Elle m'a laissé seule dans le salon quelques minutes, et c'est là que j'ai commencé à remarquer des choses étranges. D'abord, j'ai entendu des voix venant d'une des chambres, et non, elle n'avait pas mentionné avoir une colocataire ou quelque chose comme ça, donc ça me semblait déjà étrange. Mais bon, c'était peut-être un membre de la famille, je ne sais pas. Le problème, c'est que si quelqu'un d'autre vivait vraiment là, ne pourrait-il pas s'occuper du chien pendant un certain temps ? C'est ce que je pensais. Et même si j'essayais de chasser ce doute, pensant que cette personne avait peut-être aussi ses propres occupations, la vérité, c'est que ça commençait à m'effrayer un peu. Mais ce qui me déconcertait vraiment, c'était qu'il n'y avait aucune trace du chien nulle part, ni dans les meubles, ni nulle part. Et c'était étrange, car j'ai toujours eu des animaux de compagnie et je sais combien il est difficile de se débarrasser de tous les poils d'un endroit, surtout dans un petit appartement. De plus, il y a toujours quelque chose qui trahit leur présence. Un jouet, une gamelle, un grattement ici et là, ou juste un bruit. Il est rare qu'un chien, aussi malade soit-il, n'aboie pas lorsqu'il sent l'arrivée d'un inconnu. Mais il n'y avait pas la moindre trace d'animal ici, pas de poils sur les canapés, pas de fourrure sur le tapis, rien. Rien ne laissait présager qu'il avait un chien, ni le sien ni celui de quelqu'un d'autre. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir le sentiment inquiétant que quelque chose clochait. Alors, à mesure que j'entendais d'autres voix et des pas lourds venant de derrière, j'ai été de plus en plus convaincu que je ne voulais pas être là. Finalement, les cheveux hérissés, je me suis levé rapidement, en essayant de ne pas faire de bruit, et je me suis dirigé vers la porte. Il ne me restait plus qu'à cliquer sur la serrure et à sortir en courant. Dès que la porte s'est refermée, je suis resté silencieux quelques secondes, puis je l'ai entendu s'ouvrir à nouveau. De l'extérieur, j'ai vu un homme imposant passer la tête et me fixer. Et à ce moment-là, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Puis la porte s'est refermée et j'ai clairement entendu le bruit de la serrure qui s'ouvrait. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait là-dedans, mais la scène était suspecte. Évidemment, dès que j'ai pu, j'ai sorti mon téléphone pour voir si j'avais des messages de Sarah, mais je n'ai rien reçu. Honnêtement, je n'ai même pas pris la peine de demander ce qui s'était passé. Je voulais juste sortir de là en un seul morceau et tout oublier. Je voulais juste rentrer chez moi au plus vite, et c'est ce que j'ai fait. À mon arrivée, j'ai consulté POF, et à ma grande surprise et déception, le profil de Sarah avait complètement disparu. Je ne sais pas si elle l'a supprimé ou si elle m'a simplement bloqué, mais tous les messages que nous avions échangés avaient disparu comme s'ils n'avaient jamais existé. Peut-être était-elle en colère que je lui ai posé un lapin, ou peut-être voulait-elle effacer toute trace de ma présence. Avec le recul,
Les signes étaient incroyablement forts. Son changement de plan, le type dans l'appartement, le chien inexistant, tout cela était un signal d'alarme. Je n'ai jamais eu d'explication claire sur ce qui s'est passé cette nuit-là, et je n'ai jamais eu de conclusion, mais au moins, je m'en suis sortie vivante et en un seul morceau, et c'est déjà ça. Cette histoire me donne encore des frissons à chaque fois que je la raconte, et depuis, je suis tellement contente de ne plus fréquenter des gens que je n'ai jamais rencontrés en personne. À tous ceux qui cherchent encore quelqu'un ou qui sont en train de le faire, je tiens à vous dire. Soyez extrêmement prudents et apprenez de mon expérience, car la situation n'a fait que s'aggraver. Je ne veux pas imaginer ce qui pourrait se passer en ce moment, mais quelque chose me dit qu'il faut garder la tête froide et toujours être prudent. S'il vous plaît, n'apprenez pas la leçon à vos dépens. Je n'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais je crois que je suis tombée amoureuse d'un fantôme. Mais non, pas de ceux qui apparaissent dans des draps blancs flottants dans la maison, mais d'un fantôme plus sinistre, fait de chair et de sang, mais avec un vide là où devrait être une âme. J'ai rencontré Connor sur Tinder, que j'ai matché sur la recommandation d'un ami, mais maintenant je regrette de l'avoir utilisé. Au début, tout était parfait. Fleurs, dîner romantique, promesses d'avenir. Il était le prince charmant que toutes les filles rêvent de rencontrer. Mais peu à peu, le masque commença à se fissurer. La jalousie malsaine, les commentaires blessants déguisés en plaisanterie, les exigences de plus en plus excessives. C'était comme si elle était prise dans une toile maléfique. Et je me sentais de plus en plus faible, incapable de m'échapper. Le pire, c'était son obsession de contrôler chaque aspect de ma vie. Il m'interdisait de sortir avec mes amis, vérifiait mon téléphone et me disait quoi porter. Au début, j'ai résisté, mais ses menaces voilées et ses accès de colère m'ont fait douter de ma santé mentale. J'ai finalement décidé qu'il était temps de mettre fin à cette relation toxique. Ce fut l'une des décisions les plus difficiles de ma vie, mais je savais que si je ne le faisais pas, je finirais par perdre complètement mon identité. La rupture a été tout simplement chaotique. Il ne pouvait pas accepter que je le quitte. Il m'a harcelé pendant des semaines, m'appelant à toute heure et m'envoyant des messages menaçants. J'ai dû changer de numéro de téléphone, installer des alarmes chez moi et demander à mes amis de m'accompagner partout. C'était un véritable cauchemar. Je pensais que ce cauchemar finirait par prendre fin, mais j'avais tort. Malgré la distance, il était toujours présent dans ma vie. Des messages menaçants apparaissaient dans ma boîte aux lettres. Les effets personnels qu'il m'avait donnés apparaissaient à des endroits inattendus, et j'avais constamment l'impression d'être observé. J'ai commencé à faire des cauchemars récurrents dans lesquels il me traquait et essayait de me faire du mal, parfois avec un couteau, parfois avec une arme à feu. C'était très stressant. Je me suis réveillé en sueur, le cœur battant, persuadé qu'il allait m'attraper. La police ne pouvait rien faire. Ils n'avaient pas assez de preuves pour l'inculper. Ils m'ont dit que la meilleure chose à faire était de déménager, mais comment échapper à quelqu'un qui semblait connaître mes moindres faits et gestes? Avec le temps, j'ai appris à vivre avec la peur. J'ai installé des caméras de sécurité chez moi, changé les serrures plusieurs fois et évité de sortir seul le soir. Mais malgré toutes ces précautions, je ne me suis jamais senti complètement en sécurité. Un soir, alors que je lisais au lit, j'ai entendu du bruit à la fenêtre. J'ai bondi et couru vers le rideau. À travers le tissu translucide, je distinguais une ombre sombre qui se déplaçait lentement. Mon cœur s'emballa. C'était lui. Avec un cri étranglé, j'allumai la lumière et courus vers la porte. Mais c'était trop tard. Il était déjà entré. Il me saisit le bras avec une force qui me surprit et m'entraîna dans l'obscurité. Je me réveillai en sursaut, couverte de sueur. Ce n'était qu'un cauchemar, mais la terreur était si réelle qu'il m'a fallu plusieurs minutes pour reprendre mon souffle. Je sais que je dois consulter un professionnel. Je dois surmonter cette peur et reprendre le contrôle de ma vie. Mais en attendant, je continue de vivre avec l'ombre de mon passé, espérant qu'un jour je pourrai cesser de regarder par-dessus mon épaule et vivre en paix. Il y a quelques années, j'ai rencontré un type sur Tinder, un type typique qui, au premier abord, semblait discret, et je ne sais pas, un peu mystérieux. Il s'appelait Jacques. Il avait les cheveux noirs, une barbe légèrement emmêlée, et sur ses photos de profil, il avait l'air d'un type normal. Rien d'inhabituel. Son profil n'avait pas grand-chose d'autre, juste quelques détails. Mais après notre match, il m'a envoyé un SMS. Au début, ce n'était qu'un bref bonjour. Et j'ai répondu pareil, sans plus.
Puis il a commencé à m'envoyer des messages basiques, comme on envoie lors d'une première conversation. Comment vas-tu? Que fais-tu? Rien d'extraordinaire, alors je n'y ai pas prêté attention. Mais quelque chose dans son profil a retenu mon attention. Il semblait vraiment aimer la nature, le plein air, le camping et ce genre de choses. Et j'aimais bien ça. On a donc continué à discuter pendant quelques jours, et les choses ont commencé à s'améliorer. Il avait l'air plutôt sympa, du moins au début. Un jour, il m'a dit qu'il voulait sortir et me rencontrer en personne. Je lui ai demandé ce qu'il avait en tête et il m'a suggéré un restaurant près de chez moi. J'ai décidé d'y aller. Pourquoi pas? Le rendez-vous était le lendemain soir à 19 h. J'étais nerveux. Certes, mais aussi excité. Avant d'y aller, j'ai discuté un peu avec lui par SMS pour m'assurer qu'il était toujours sur la même longueur d'onde, et tout était confirmé. Le lendemain matin, tôt, je me suis habillé, j'ai pris une douche et je me suis préparé. Le moment venu, je suis allé au restaurant. C'était un endroit que je ne connaissais pas encore, mais qui semblait très chaleureux et agréable. Il y avait du monde, pas beaucoup, mais quelques convives. J'ai regardé mon téléphone et j'ai vu qu'il était presque 7 h. Je me suis alors demandé, il est déjà là. Mais je n'avais pas reçu un seul SMS de Jacques depuis que je lui avais dit que j'étais en route. Il n'a répondu que « ça a l'air bien » quand je lui ai dit que j'étais en route, donc ça ne m'a pas semblé étrange. J'ai attendu quelques minutes dans ma voiture jusqu'à 19 h, puis j'ai décidé d'entrer. Peut-être était-il déjà à l'intérieur, ou peut-être était-il encore en route. Je suis entré calmement, j'ai demandé une table et j'ai dit au serveur que j'attendais quelqu'un. À ce moment-là, j'ai envoyé un texto à Jacques pour lui dire que j'étais déjà là avec une table, mais il n'a pas répondu. Quelques minutes ont passé, et rien. Franchement, je commençais à être un peu mal à l'aise. J'ai attendu, et à 7 h 15, je lui ai envoyé un autre texto pour lui demander ce qui se passait, mais toujours pas de réponse. La frustration a commencé à m'envahir. À 7 h 30, je n'en pouvais plus. J'ai donc quitté le restaurant et suis retourné à ma voiture. Pendant que j'étais dans la voiture, j'ai commencé à rentrer chez moi, mais quelque chose d'étrange s'est produit. À mi-chemin, j'ai remarqué qu'une voiture me suivait. Je ne me souviens pas si je l'ai vu quitter le restaurant avec moi, car je ne regardais pas en arrière à ce moment-là. Mais en tournant sur la rue principale, j'ai remarqué que la voiture faisait à son tour demi-tour et commençait à me suivre. Au virage suivant, il était toujours là, et je ne sais pas pourquoi, mais sur le moment, je n'y ai pas prêté attention. J'ai pensé que c'était peut-être une simple coïncidence, mais arrivé dans ma rue, j'ai réalisé que quelqu'un me suivait. Ma rue est super calme. Presque personne ne passe par ici la nuit, alors quand la voiture a tourné à droite dans ma rue, j'ai eu très peur. À ce moment-là, je ne pouvais penser à rien d'autre. Cette voiture n'était pas là par hasard. J'ai roulé droit jusqu'à ma maison, située sur la 4e marche à gauche, et je me suis garé. La voiture, sans se presser, est restée là quelques secondes, comme si elle attendait ou réfléchissait à ce qu'elle allait faire. En sortant, je l'ai observée par la fenêtre, et elle était toujours là, roulant très lentement dans la rue. Je ne voyais pas qui conduisait. Il faisait trop sombre, honnêtement. J'ai tout de suite pensé que c'était Jacques, mais j'ai vite écarté cette idée. C'était tout simplement trop fou. J'ai vérifié sur Tinder, et bien sûr, Jacques n'avait pas répondu. Alors je lui ai envoyé un autre message pour lui demander ce qui se passait, pourquoi il n'était pas venu, mais toujours rien. C'est là que la situation a commencé à vraiment m'agacer. Je n'avais pas vraiment envie de retourner au restaurant, je voulais juste tout oublier. Alors, j'ai préparé des pâtes et je me suis installé dans mon salon. À ce moment-là, toujours seul, alors que je mangeais, quelque chose d'encore plus effrayant s'est produit. Soudain, j'ai remarqué la même voiture qui repassait, et c'était au moins une demi-heure après mon retour à la maison. Ce n'est pas que je l'avais vu quitter le restaurant avec moi, car à ce moment-là, je ne le regardais même pas. Mais oui, juste au moment où je m'en suis rendu compte, cette voiture roulait en sens inverse, et presque devant chez moi, elle s'est arrêtée, s'est garée sur le bas-côté et est restée là, moteur en marche. Bien sûr, j'ai regardé par la fenêtre avec beaucoup d'attention pour ne pas être vu, mais je ne pouvais pas détacher mon regard. C'était la même voiture, sans aucun doute. Le moteur a tourné un moment, quelques minutes, puis tout est devenu silencieux. La voiture s'est éteinte. À cet instant, j'ai senti une boule dans l'estomac. J'hésitais sur la conduite à tenir,
mais obéissant à mon instinct de survie, j'ai décidé d'appeler la police. J'ai expliqué que je pensais que quelqu'un me suivait et qu'il était garé juste devant chez moi. La police est arrivée quelques minutes plus tard, et pendant ce temps, je continuais à observer silencieusement par la fenêtre, le cœur serré, à l'affût de quiconque pourrait sortir. La voiture était toujours là, phares éteints, et je n'avais vu personne en sortir. Je n'arrivais pas à deviner qui c'était ni ce qu'il voulait. Quand les policiers sont arrivés, l'un d'eux s'est approché et a commencé à parler au conducteur. J'étais toujours caché près de la fenêtre, à écouter tout ce qui se passait. L'agent lui a demandé s'il cherchait son chemin ou s'il s'était arrêté par accident, et le conducteur a répondu que oui, qu'il s'était arrêté par erreur et qu'il était perdu. Mais je savais que cette histoire ne passerait pas. J'ai donc rouvert Tinder et montré une photo de Jacques à l'un des policiers, en lui demandant si ce type ressemblait à celui qui était devant moi. Et oui, le policier a dit oui, c'était bien lui. Je suis resté figé. Ce type qui avait l'air si normal sur les photos m'avait suivi jusque chez moi et n'était même pas venu à notre rendez-vous. Pourquoi aurait-il fait une chose pareille? Je ne sais pas. Malheureusement, le temps que je sorte et que je montre les photos aux policiers, il était déjà parti. Je leur ai expliqué tout ce qui s'était passé, mais ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose s'ils n'avaient rien fait d'autre. Ils lui ont juste demandé de partir et que s'il revenait, il aurait des ennuis. Comme prévu, il n'est pas revenu. Après ça, j'ai bloqué son profil Tinder, au cas où. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il m'ait suivi et qu'il soit resté planté là, dans ma rue, devant chez moi, comme si de rien n'était. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Il n'a plus jamais essayé de me recontacter, et je ne l'ai plus jamais revu. J'utilisais des applications de rencontres il y a quelques années et je les avais arrêtées, mais cette nuit-là m'est restée gravée dans la mémoire. Tout ce que je sais, c'est que depuis, je fais beaucoup plus attention à qui je fais confiance, mais cette nuit-là est quelque chose que je n'oublierai jamais. C'est arrivé à un moment assez vulnérable de ma vie. Je traversais des changements inattendus et j'avais besoin d'un nouveau départ, mais je n'aurais jamais imaginé l'enfer que j'allais vivre, tout cela à cause d'une simple application de rencontre. À l'époque, je venais d'emménager dans une nouvelle ville, de changer de travail et de mettre fin à 7 ans de mariage après que ma femme m'a trompé avec sa soi-disant meilleure amie. Laura était ma petite amie depuis mes 19 ans, et 2 ans plus tard, nous nous sommes mariés. Je n'avais que 21 ans quand je l'ai demandé en mariage, mais nous étions tellement amoureux à l'époque que nous étions certains de passer le reste de notre vie ensemble. Mais il s'est avéré que c'était une promesse que j'étais le seul à vouloir tenir. Ce fut un coup dur pour moi, mais j'ai ensuite réalisé tout ce que j'avais manqué à cause de mon mariage. Durant ces années, la plupart de mes amis profitaient de la vie, allaient à des fêtes, rencontraient des filles et s'amusaient, sans complications. Moi, en revanche, j'étais un homme marié, avec toutes les responsabilités que cela impliquait. Et puis, j'étudiais aussi, donc je n'avais pas beaucoup de temps pour ce genre de distraction. Contrairement à mon ex-femme, j'ai toujours respecté notre relation et je n'ai jamais eu d'autre femme pendant les 9 années que nous avons passées ensemble. Alors, après notre divorce, quand j'en ai pris conscience, j'ai compris qu'il était temps de rattraper le temps perdu et de commencer à vivre pleinement ma vie de célibataire. Il était temps de commencer à faire ce dont je m'étais privé à cause de mon mariage, notamment sortir avec d'autres femmes, mais cette fois sans engagement et sans implication amoureuse. C'est alors qu'un ami m'a recommandé de télécharger l'application Tinder, qu'il utilisait aussi pour trouver des rendez-vous. J'ai donc écouté et créé un profil. Et depuis, j'ai commencé à l'utiliser. J'ai rencontré beaucoup de filles sur Tinder et j'ai eu quelques rendez-vous réussis. Bien sûr, j'ai toujours été très honnête sur le type d'interaction que je souhaitais. Je n'aime pas jouer avec les sentiments ou les attentes des autres. Environ 4 mois après avoir commencé à utiliser l'application, j'ai rencontré une fille nommée Martha. Brune, aux cheveux bouclés, elle était très jolie, ce qui a immédiatement attiré mon attention. Nous avons commencé à discuter, puis nous avons échangé nos numéros. Elle était très amicale et semblait en jouer. J'ai trouvé cela très intéressant, et après avoir discuté et flirté un moment, je lui ai proposé de se voir le soir même. Elle a accepté et m'a d'abord demandé mon adresse pour venir chez moi. Mais je lui ai dit que je préférais aller chez elle, car je ne me sentais pas vraiment à l'aise de la donner à un inconnu. Elle a accepté, et je lui ai alors demandé de m'envoyer sa position. Martha n'a pas répondu immédiatement au message, ce qui aurait dû être un signal d'alarme pour moi, mais sur le moment, je ne l'ai pas vue, car j'étais très impatient de la rencontrer et de passer la nuit avec elle.
Et comme je n'avais jamais eu de problème avec mes rendez-vous jusque-là, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Elle m'a répondu environ 10 minutes plus tard, m'indiquant sa position actuelle, relativement proche de chez moi. Au bout d'une dizaine de minutes, j'étais en route. L'endroit indiqué sur la carte était un immeuble d'appartements situé en banlieue. L'endroit était assez sombre à mon arrivée et n'avait pas l'air très joli, mais c'est moi qui ai insisté pour aller chez elle. J'ai donc réservé une place de parking et je lui ai envoyé un SMS pour qu'elle sache que j'étais déjà là. Elle m'a dit qu'elle m'avait déjà vu, puisque je lui avais donné l'adresse de la voiture dans laquelle j'étais. Puis elle m'a dit de me garer là où j'étais et qu'elle descendrait me chercher et me ramènerait chez elle. J'ai fait ce qu'il m'a dit, mais dès que j'ai coupé le contact, 2 hommes sont sortis de nulle part. Ils ont ouvert la portière, m'ont tiré hors de la voiture et ont commencé à me frapper sauvagement sans dire un mot. Ils m'ont jeté à terre et ont continué à me frapper. Puis ils m'ont fouillé et ont pris mon portefeuille, ma montre, ma bague de classe, qui était en or. Ils sont ensuite montés dans la voiture et ont pris tout ce qu'ils avaient de valeur, y compris mon ordinateur portable et mon téléphone portable. Après ça, ils ont tout ramassé et se sont enfuis, disparaissant dans une ruelle sombre. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pris ma voiture. Quand les gars sont partis, je suis resté allongé sur le trottoir un moment, recroquevillé. La douleur était si intense que je n'avais même pas la force d'appeler à l'aide. Et chaque fois que j'essayais de me redresser, je m'effondrais à nouveau. Je suis donc resté là un moment. J'ai attendu d'avoir un peu récupéré, puis j'ai réussi à prendre ma voiture et à me rendre à l'hôpital le plus proche. Pendant le trajet, j'ai cru que j'allais m'évanouir à plusieurs reprises à cause de la douleur intense dans mes côtes. Mais heureusement, je ne l'ai pas fait et j'ai réussi à arriver à l'hôpital. Là, j'ai reçu des soins d'urgence, et après quelques radiographies, j'ai appris que j'avais 2 côtes cassées, dont l'une avait failli perforer mon poumon droit. J'avais également de graves ecchymoses sur plusieurs parties du corps. Après avoir reçu les soins appropriés et une tonne d'analgésiques, j'ai pu sortir 2 jours plus tard, et le médecin m'a prescrit un repos complet pendant les 2 semaines suivantes. Heureusement, le lendemain de l'incident, mon ami m'a fait la faveur de m'acheter un nouveau téléphone portable, et j'ai pu changer les mots de passe de mes comptes bancaires et de mes réseaux sociaux pour les empêcher d'accéder à mes comptes bancaires ou d'arnaquer mes amis via les réseaux sociaux. J'ai aussi vérifié sur WhatsApp si Martha m'avait envoyé un SMS après le braquage, en espérant qu'elle n'y était pour rien. Mais notre conversation avait été supprimée et le numéro bloqué. Son profil Tinder avait également été supprimé. C'était donc un canular, et je suis tombé dans le panneau. C'est de loin la pire expérience que j'ai jamais vécue, pas seulement en matière de rencontres, mais de toute ma vie. Je n'ai toujours pas arrêté d'utiliser Tinder, mais maintenant, je suis beaucoup plus prudente lorsque je rencontre quelqu'un et j'essaie toujours de les rencontrer dans des lieux publics. Tout a commencé quand j'étais en première année de fac et qu'un soir, j'ai rencontré un garçon sur Tinder. Je venais de sortir d'une relation, alors j'avais envie de m'amuser. Puis j'ai rencontré ce type, qu'on appellera Bill, un jeune homme de 25 ans qui avait une personnalité étrange, mais on partageait des centres d'intérêt et on était dans la même école, alors je me suis dit, pourquoi pas? Mais les premiers signaux d'alarme ont commencé à apparaître quand j'ai accepté son invitation. Pour commencer, j'ai réalisé qu'il était plus âgé qu'il ne me l'avait dit. Il m'a aussi dit qu'il n'avait pas de voiture et m'a expliqué qu'il était absent pour l'enterrement de sa grand-mère, à environ 5 heures de route. Il a quand même proposé de venir me chercher. À son arrivée, j'ai été surprise par sa tenue. Un jogging, un vieux t-shirt et des tongs. Je lui ai demandé « Tu vas à un enterrement comme ça ?» Il m'a alors dit qu'il s'était déjà changé. Avant notre arrivée, il m'a dit qu'il revenait directement de l'enterrement. Mais j'ai laissé tomber, car nous voulions juste manger un morceau et discuter. Il s'avère que, comme j'étais sorti, Bill m'a dit qu'il devait d'abord aller chercher son chien chez un ami. J'aime les chiens, donc ça n'a posé aucun problème. Cependant, arrivé à la résidence, il m'a laissé attendre dans sa voiture pendant une demi-heure, alors qu'il était censé récupérer le chien. Et voilà! À son retour, il ramenait un pitbull qui ne m'a pas regardé avec gentillesse, ce qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête, surtout quand l'énorme animal s'est mis à grogner. Mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas, mais il n'a rien dit, alors j'ai décidé de rester. Bill a dit qu'il voulait ramener le chien à la maison avant notre départ, et ça me semblait logique, alors j'ai accepté. Mais une fois arrivé, il m'a demandé si je voulais entrer. Je n'avais pas envie de rester dans la voiture une demi-heure de plus, alors j'ai pensé que ce serait une bonne idée, mais dès que j'ai mis les pieds dans sa maison,
j'ai su que j'avais fait une erreur. L'endroit était un véritable bazar. Il y avait des détritus partout, des sacs jetés dans l'entrée, des bouteilles et des emballages éparpillés sur le canapé, et pour couronner le tout, ça sentait mauvais, comme de la nourriture avariée. Bill m'a assuré qu'il avait un colocataire, mais il n'était pas là, alors j'ai supposé que ce désordre n'était pas seulement le sien. Même si je n'avais pas envie de rester dans ce taudis, je ne voulais pas être impoli avec lui et je suis entré, car jusqu'à présent j'étais resté sous l'encadrement de la porte. Puis, après avoir retiré quelques déchets du canapé, Bill a proposé qu'on s'assoie un moment et qu'on joue aux échecs. Cela a retenu mon attention, car j'avais toujours voulu apprendre. Je lui ai donc dit que je trouvais ça génial, mais qu'il devait m'apprendre. Mais c'était une grave erreur. Bill est devenu très sérieux et a commencé à m'expliquer comment jouer comme s'il s'agissait d'un cours à l'université. Au début, je pensais que ce serait amusant, mais ensuite c'est devenu si intense que j'ai complètement regretté d'avoir accepté. Il m'a montré chaque pièce, m'expliquant en détail ce que c'était et comment elle fonctionnait. Mais le plus inquiétant, c'est quand il a commencé à me poser des questions sur chaque pièce et sur ce qu'il m'avait expliqué. À chaque erreur, il n'hésitait pas à me crier la bonne réponse, comme s'il était furieux que je ne lui accorde pas toute l'attention qu'il aurait voulu. Chacune de mes erreurs rendait l'atmosphère incroyablement inconfortable, et à chaque minute qui passait, je me sentais de plus en plus dépaysé, avec une envie manifeste de partir immédiatement. Tandis qu'il continuait à jouer les échecs avec talent, je commençais à réaliser que ce n'était pas le rendez-vous amusant que j'avais imaginé, et je me demandais sérieusement si je devais vraiment rester là ou trouver un moyen d'échapper à cette situation tendue. Mais comment faire ça avec un gars qui avait amené un chien effrayant et une ambiance aussi étrange et perturbante à un rendez-vous qui venait de commencer? La frustration de Bill augmentait à chaque erreur que je commettais, et cela me mettait incroyablement mal à l'aise et stressé. J'ai donc décidé de proposer qu'on oublie les échecs et qu'on fasse autre chose. J'ai proposé de regarder un film, ce qui semblait une bonne idée, à condition d'aller manger un morceau avant, mais Bill a oublié ça. Il a proposé qu'on regarde un film dans sa chambre, ce qui, honnêtement, ne semblait pas très bien, mais j'ai accepté. Puis il a commencé à dire qu'il avait besoin de mettre des draps propres sur le lit et j'ai pensé que les choses pourraient peut-être être mieux organisées là-bas. Mais quand nous sommes entrés dans sa chambre, j'ai réalisé qu'elle était tout aussi en désordre que le reste de sa maison et qu'il n'y avait même pas de télévision. Alors, elle a commencé à mettre Avengers 2 sur son téléphone pour qu'on le regarde. Mais il n'a fallu qu'une dizaine de minutes pour que les choses deviennent un peu plus intimes. Je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais disons que certaines choses ont commencé à se passer et que ce n'était pas comme je l'avais prévu. Et même s'il y avait consentement, ça m'a fait un drôle d'effet, alors je lui ai dit que je ne voulais pas aller plus loin. Bill a semblé confus au début, mais n'a pas insisté. « D'accord », a-t-il dit, « on continue à regarder le film. » Mais cela n'a duré que 5 minutes avant qu'il n'insiste et que je lui dise que je ne voulais plus continuer. Il s'est mis à bouder et à me demander pourquoi je ne voulais plus faire de choses avec lui, et je lui ai simplement répondu que je n'étais plus d'humeur, mais il a ensuite commencé à me mettre la pression pour que je lui explique ce qui se passait. À ce moment-là, nous avions quitté sa chambre pour le salon en désordre. On aurait pu croire que c'était le moment idéal pour partir. Et je le pensais aussi, mais c'est là que les choses ont vraiment dégénéré. C'était comme s'il savait que je pensais m'enfuir, et il a soudain craqué. Ce type mesurait plus de 80 mètres et me hurlait dessus, tandis que moi, qui mesure à peine plus d'1,80 m, je me sentais minuscule et effrayé comme jamais. J'étais sur le point de m'effondrer, mais j'essayais de rester calme. 5 à 10 minutes se sont écoulées pendant lesquelles il m'a hurlé dessus, me disant pourquoi il ne m'aimait pas et pourquoi je ne le voulais pas. Il voulait savoir ce qui n'allait pas chez moi, alors j'ai essayé de le gérer avec douceur. « Ce n'est pas toi, c'est moi », ai-je dit, espérant que ça marcherait, mais au fond de moi, j'étais morte de peur. Il était mon seul moyen de rentrer chez moi, et honnêtement, je n'avais aucune idée d'où j'étais, car même si j'avais mon téléphone, je n'avais pas Uber téléchargé à ce moment-là. C'était complètement fou. Finalement, et après un gros effort de ma part pour garder le contrôle de la situation, Bill s'est un peu calmé, persuadé peut-être que je resterais. J'ai donc proposé qu'on essaie des jeux vidéo, tu sais, pour apaiser la bête. J'étais complètement paniqué, essayant de jouer le rôle du rendez-vous intéressé, parce que s'il pensait que je voulais partir, je risquais de paniquer à nouveau, et Dieu sait ce qui pourrait arriver. On a joué à des jeux de tir. Je ne crois plus me souvenir du nom maintenant, mais à un moment donné,
il s'est de nouveau mis en colère et a commencé à hurler que personne ne l'aimait ou ne voulait sortir avec lui. Il a commencé à me raconter toute sa vie, disant qu'il n'avait jamais eu de petite amie et que ses rendez-vous n'étaient que des aventures d'un soir. J'ai essayé de le réconforter en lui disant que les filles étaient un peu compliquées, que ce n'était pas à cause de lui. À ce stade, je disais tout ce qu'il voulait entendre pour le calmer, car il me faisait vraiment peur. Puis il s'est mis à pleurer et à me raconter à quel point sa mère l'avait maltraité, et tout est devenu de plus en plus sombre. À ce moment-là, j'étais vraiment effrayée, prisonnière de son histoire tragique et d'un rendez-vous qui avait terriblement mal tourné. Au bout d'un moment, Bill s'est enfin calmé et s'est levé pour aller à la cuisine nous préparer quelque chose à boire. Si vous avez un peu de bon sens, vous vous demandez probablement à quoi je pensais à ce moment-là, en acceptant des boissons de ce psychopathe. Mais ne vous inquiétez pas, la vérité, c'est que j'ai décliné ses multiples offres de boissons. Et quand il m'a demandé si je voulais de l'eau plutôt que de l'alcool, je n'ai pas accepté, faisant semblant d'être indifférente comme si je n'avais pas soif du tout. Contre toute attente, et malgré mon envie de m'enfuir, je suis resté chez lui jusqu'à presque 1h du matin, et à vrai dire, j'étais terrifié. Je savais que je devais trouver un moyen de partir, alors j'ai mentalement envisagé toutes les options possibles. Lui demander de me raccompagner, lui dire que je marcherais, ou essayer de prendre un Uber. J'ai essayé de télécharger l'application sans qu'il s'en aperçoive, mais la demande d'information de carte bancaire était compliquée, donc mon plan n'a pas fonctionné. Alors, à un moment, j'ai lâché un gros bâillement et j'ai dit « Waouh, il est déjà 1h du matin. Mes colocataires vont être super inquiets pour moi. » J'ai ri comme si mes colocataires exagéraient en pensant à moi, même si je savais qu'il regardait son horloge depuis qu'il était venu me chercher à 9h. À ce moment-là, Bill a regardé son horloge, et étonnamment, il ne s'est pas fâché. Et plus surprenant encore, il a juste dit « Ouais, il était tard, mais il ne voulait pas prendre de risques. » J'ai profité de l'occasion et lui ai proposé de prendre le petit déjeuner avec lui sur le campus s'il me laissait partir bientôt. Heureusement, il a semblé ravi, car il s'est levé d'un bond et m'a raccompagné jusqu'à sa voiture. Le retour a été une véritable torture. C'était un silence complet, comme si nous étions à un enterrement. Ce n'était qu'à 10 minutes de route, mais il semblait ralentir à chaque fois que nous traversions une zone mal éclairée ou un tunnel, et ça me faisait dresser les cheveux sur la tête à chaque fois. Il a fini par me déposer juste devant la porte de l'immeuble. Et même si j'ai souri et fait semblant d'être excité, tout ce que je voulais, c'était m'éloigner de lui. Il m'a pourtant proposé à plusieurs reprises de m'accompagner jusqu'à la porte. J'ai poliment décliné. « Je ne veux pas vous déranger », ai-je dit, faisant comme si de rien n'était. Arrivé devant l'immeuble, j'ai tourné au coin de la rue et couru jusqu'à ma porte avant qu'il ne change d'avis et ne me suive. Dès que je suis entré dans ma chambre, j'ai ressenti un soulagement que je n'avais jamais ressenti auparavant, comme si j'avais échappé à un tueur en série. Aujourd'hui encore, le simple fait d'écrire à ce sujet me fait battre le cœur. Bill n'est jamais revenu, mais il m'a envoyé des messages pendant des jours. Il m'a même proposé une fois 20 livres sterling juste pour m'asseoir près de moi à la bibliothèque, mais bien sûr, j'ai immédiatement décliné. Je ne l'ai revu qu'une fois, au gymnase du campus, mais il ne m'a pas vu et je me suis enfui avant lui. Parfois, je pense à lui et je me demande combien de filles ont vécu des expériences aussi terrifiantes que la mienne. Je repense à toutes les filles avec qui je suis sorti en une nuit, me demandant si l'une d'elles ressentait la même chose que moi. Qui sait combien de personnes auraient été aussi soulagées que moi d'avoir réussi à sortir de là.